Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation. Les apostrophes qui émaillent l'hymne à la beauté baudelairien, viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme, sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres, pourraient tout aussi bien être adressées non pas au monstre énorme, effrayant, ingénu qu'est la beauté selon Charles Baudelaire, mais au poète Victor Hugo, à la muse de Victor Hugo, qui fait de lui un mage, un myste au sens d'initié au mystère, et déjà, avant Rimbaud, un voyant. Le recueil de Victor Hugo, Les Contemplations, a paru en 1856, un an avant Les Fleurs du Mal, l'année même au cours de laquelle Hugo acquiert la propriété d'Hauteville House à Guernesey. Gouffre noir, ciel profond, scandait l'antithèse baudelairienne en qualifiant la beauté de monstre. On peut aussi rappeler les pages célèbres de Baudelaire disant à la suite d'Edgar Poe « Un long poème n'existe pas » et l'on exalte les réussites des trois grands sonnettistes Nerval, Baudelaire, Mallarmé. À cet égard précisément, les Contemplations apparaissent comme un monstre hors norme de 10 000 vers sans l'ombre d'un sonnet. Mais le recueil est surtout une pyramide qui en assume la fonction, c'est un tombeau. Hugo affirmera « Je n'ai encore bâti sur mon sable que des gisets, il est temps de construire Khéops. Les contemplations seront ma grande pyramide. » Et il insistera encore « Les contemplations sont un livre qu'il faut lire tout entier pour le comprendre. Le premier vers n'a de sens complet qu'après qu'on a lu le dernier. Le poème est une pyramide au dehors, une voûte au dedans. Pyramide du temple, voûte du sépulcre. Or, dans des édifices de ce genre, voûte et pyramide, toutes les pierres se tiennent. » Fin de citation. C'est pourquoi lire aujourd'hui quelques extraits des Contemplations est une gageure comme dénuée de sens, même si quelques pierres arrachées à l'ensemble ne feront pas s'écrouler l'édifice. Précisons avant tout que le spectre, à tous les sens du mot, est large, depuis le poème « Fantôme » qui porte le titre « 4 septembre 1843 » et qui n'est constitué que d'une ligne de points de suspension, jusqu'au poème « Magnitudo Parvi », long de 813 vers. Rappelons enfin cette note de Victor Hugo dans son essai sur Shakespeare « Un livre où il y a du fantôme est irrésistible ». Ce fantôme, c'est celui d'une des filles de Victor Hugo, Léopoldine, morte accidentellement par noyade dans la Seine le 4 septembre 1843 à l'âge de 19 ans. Son époux, Charles Vacry, qu'il avait épousé le 15 février de la même année, se noiera lui aussi en tentant de la sauver. Et l'on se doit d'évoquer le long poème mystique et mystérieux de 786 vers, ce que dit la bouche d'ombre, puisque les bouches d'ombre s'exprimeront par le truchement des tables tournantes. Citons l'exégète de Hugo, Léon Sellier. Il écrit
c'est Madame de Girardin qui apprit aux exilés à faire parler les tables. Dès le début, Léopoldine manifesta sa présence, donnant ainsi au père douloureux et aux siens une preuve expérimentale de l'immortalité et de la proximité du royaume des morts. Plus encore que la douleur, c'est l'inquiétude religieuse que la table parlante peut apaiser, puisque Léopoldine s'est empressée de répondre à la question « Où es-tu » ? Lumière, que faut-il pour aller à toi ? Aimer. Au total, ce n'est pas seulement Léopoldine qui se manifestera, c'est plus d'une centaine d'esprits qui auront pris la parole, et non des moindres. On peut citer Chénier, Shakespeare, Molière, Dante, Chateaubriand et tant d'autres. L'expérience se poursuivra pendant près de 2 ans, jusqu'en octobre 1855, quand l'un des participants, le docteur Jules Alix, sera victime d'une crise de folie. Avant de détacher, en somme, certains des moellons, pourrait-on dire, de cet ensemble, de cette pyramide que constituent les contemplations, un petit clin d'œil au titre de mon émission, puisqu'on trouve précisément dans le long poème Ce que dit la bouche d'ombre, on trouve ces 2 vers, les constellations, sombres lettres de feu, sont les marques du bagne à l'épaule du monde. Je lis un premier poème qui est d'ailleurs le dernier long poème qui vient clore l'ensemble des contemplations et qui porte le titre « À celle qui est restée en France ». Il s'agit bien évidemment de Léopoldine, et c'est son tombeau qui est en France, lors même que Victor Hugo, comme je l'ai indiqué d'une certaine façon, est en exil à Jersey, puis à Guernesey. Je ne puis plus reprendre aujourd'hui dans la plaine mon sentier d'autrefois qui descend vers la Seine. Je ne puis plus aller où j'allais. Je ne puis, pareil à la laveuse assise au bord du puits, que m'accouder au mur de l'éternel abîme. Paris m'est éclipsé par l'énorme Solime, la haute Notre-Dame à présent, qui me luit, c'est l'ombre, ayant 2 tours, le silence et la nuit, et laissant des clartés trouer ses fatales voiles. Et je vois sur mon front un panthéon d'étoiles. Si j'appelle Rouen, Villequier, Caudebec, toute l'ombre me crie Horeb, Cédron, Balbec. Et si je pars, m'arrête à la première lieue et me dit tourne-toi vers l'immensité bleue, et me dit les chemins où tu marchais sont clos, penche-toi sur les nuits, sur les vents, sur les flots. À quoi penses-tu donc? Que fais-tu solitaire? Crois-tu donc, sous tes pieds, avoir encore la terre? Où vas-tu de la sorte et machinalement? Ô songeur, penche-toi sur l'être et l'élément. Écoute la rumeur des âmes dans les ondes. Contemple, s'il te faut de la cendre, les mondes. Cherche au moins la poussière immense. Si tu veux mêler de la poussière à tes sombres cheveux, et regarde, en dehors de ton propre martyre, le grand néant. Si c'est le néant qui t'attire, sois tout à ces soleils où tu remonteras. Laisse là ton vil coin de terre, tends les bras, ô proscrit de l'azur, vers les astres patrie. Revois-y refleurir tes aurores flétries, deviens le grand œil fixe, ouvert sur le grand tout.
penche-toi sur l'énigme où l'être se dissout, sur tout ce qui naît, vit, marche, s'éteint, succombe, sur tout le genre humain et sur toute la tombe. Mais mon cœur toujours saigne, et du même côté. C'est en vain que les cieux, les nuits, l'éternité veulent distraire une âme et calmer un atome. Tout l'éblouissement des lumières du dôme m'ôte-t-il une larme? Ah, l'étendue a beau me parler, me montrer l'universel tombeau, les soirs sereins, les bois rêveurs, la lune amie, j'écoute et je reviens à la douce endormie. Et voici la suite du texte que j'ai lu, toujours extrait du poème intitulé « À celle qui est restée en France ». Les deux chevets seront évidemment, désigneront les tombeaux de Léopoldine
auprès de qui a été enterré son époux Charles Vacquerie. Des fleurs. Oh, si j'avais des fleurs, si je pouvais aller semer des lys sur ces deux froids chevets, si je pouvais couvrir de fleurs mon ange pâle. Les fleurs sont l'or, l'azur, l'émeraude, l'opale. Le cercueil, au milieu des fleurs, veut se coucher. Les fleurs aiment la mort, et Dieu les fait toucher par leurs racines aux os, par leur parfum aux âmes. Puisque je ne le puis, au lieu que nous aimâmes, puisque Dieu ne veut pas nous laisser revenir, puisqu'il nous fait lâcher ce qu'on croyait tenir, puisque le froid destin, dans ma geôle profonde, sur la première porte en scelle une seconde, et sur le père triste et sur l'enfant qui dort, ferme l'exil après avoir fermé la mort, puisqu'il est impossible à présent que je jette même un brin de bruyère à sa fosse muette. C'est bien le moins. Quelle est mon âme, n'est-ce pas? Oh, vent noir dont j'entends sur mon plafond le pas, tempête, hiver qui bat ma vitre de ta grêle, mer, nuit, et je l'ai mise en ce livre pour elle. Prends ce livre et dis-toi, ceci vient du vivant que nous avons laissé derrière nous, rêvant. Prends, et quoique de loin, reconnais ma voix, âme. Oh, ta cendre est le lit de mon reste de flamme. Ta tombe est mon espoir, ma charité, ma foi. Ton linceul toujours flotte entre la vie et moi. Prends ce livre et fais-en sortir un divin psaume, qu'entre tes vagues mains il devienne fantôme, qu'il blanchisse, pareil à l'aube qui pâlit, à mesure que l'œil de mon ange le lit, et qu'il s'évanouisse et flotte et disparaisse, ainsi qu'un astre obscur, qu'un souffle errant caresse, ainsi qu'une lueur qu'on voit passer le soir, ainsi qu'un tourbillon de feu de l'encensoir, et que, sous ton regard éblouissant et sombre, chaque page s'en aille en étoile dans l'ombre.
Victor Hugo aime bien donner des titres latins à ses poèmes, puisqu'il était, comme beaucoup de poètes de ce temps, excellent latiniste. Et voici un autre poème intitulé « Morse, la mort ». Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. Elle allait à grands pas, moissonnant et fauchant, noir squelette, laissant passer le crépuscule. Dans l'ombre, où l'on dirait que tout tremble et recule, l'homme suivait des yeux les lueurs de la faux. Et les triomphateurs sous les arcs triomphaux tombaient. Elle changeait en désert Babylone, le trône en échafaud et l'échafaud en trône, les roses en fumier, les enfants en oiseaux, l'or en cendres et les yeux des mères en ruisseaux. Et les femmes criaient « Rends-nous ce petit être, pour le faire mourir, pourquoi l'avoir fait naître ?» Ce n'était qu'un sanglot sur terre, en haut, en bas, des mains aux doigts osseux, sortaient des noirs grabats. Un vent froid bruissait dans les linceuls sans nombre. Les peuples éperdus semblaient, sous la faux sombre, un troupeau frissonnant qui dans l'ombre s'enfuit. Tout était sous ses pieds, deuil, épouvante et nuit. Derrière elle, le front baigné de douces flammes, un ange souriant portait la gerbe d'âme.
reste le temps de lire un dernier poème, un des plus connus des contemplations. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin, descendant vers Harfleur, et, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx vert et de bruyère en fleurs. Vous avez pu écouter 3 musiques, 2 du compositeur polonais Wojciech Kilar, une première version de vocalise interprétée au saxophone soprano par Paweł Gusnar. Ensuite, vous avez pu entendre un extrait d'un lied de Gustav Mahler, extrait lui-même de Rückert Lieder, Rückert étant un poète du 19e, chanté par la contralto Kathleen Ferrier. Et enfin, le même morceau de vocalise de Wojciech Kilar, interprété cette fois-ci par la mezzo-soprano Diana Damrau. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.